Il y a quelques années encore, l'expression pervers narcissique était relativement peu connue du grand public. Aujourd'hui, elle est partout, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans les vidéos YouTube, dans les discussions entre amis. Dès qu'on parle d'une relation difficile, d'une séparation conflictuelle, de manipulation ou d'emprise, le terme revient très vite. Et il faut reconnaître qu'il a quelque chose de très puissant, parce qu'il permet de donner du sens à une situation qui, jusque-là, semblait complètement incompréhensible. Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait autant souffrir? Pourquoi pouvait-elle être adorable à certains moments, puis extrêmement dure à d'autres? Pourquoi ai-je autant douté de moi? Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à partir? Alors, le concept de pervers narcissique vient apporter une réponse simple. Il permet de mettre un mot sur ce qui a été vécu, de désigner un responsable et souvent de sortir d'une énorme confusion. C'est précisément ce que Sébastien Villalba, psychothérapeute et fondateur de la chaîne YouTube Hypnomachie, vient questionner dans son livre La perversion narcissique, mythe et réalité. Son propos n'est bien sûr pas de nier l'existence des relations abusives, il ne nie pas non plus la manipulation, l'emprise, les humiliations ou les violences psychologiques. La question qu'il pose est différente. Est-ce que cette étiquette nous aide réellement à comprendre ce qu'il s'est passé, ou est-ce qu'elle nous donne parfois une explication tellement simple qu'elle finit par empêcher d'aller plus loin? Parce que, à partir du moment où l'autre est défini comme un monstre, la réflexion peut s'arrêter. On n'a plus vraiment besoin de chercher à comprendre ses propres comportements, ni les mécanismes de la relation, ni ce qui a permis à cette relation de se maintenir. Et encore moins ce que cette histoire révèle de nos propres fragilités, de nos besoins ou de nos difficultés à poser certaines limites. Villalba va beaucoup insister là-dessus. Désigner l'autre comme ennemi peut aussi permettre de ne plus s'interroger sur sa propre place dans le conflit, sur les motivations de l'autre ou sur certains aspects de soi qu'on préférerait ne pas regarder. Et c'est là que le livre devient intéressant pour ma part. Il met en avant l'idée suivante. Une grille de lecture peut être utile à un moment donné, puis devenir ensuite un obstacle. Le concept de pervers narcissique peut aider quelqu'un à reconnaître qu'il a souffert, qu'il a été maltraité, manipulé ou profondément déstabilisé. Mais si toute l'explication finit par reposer uniquement sur la personnalité de l'autre, alors on risque de rester bloqué sur une explication externe et déresponsabilisante. On continue à chercher pourquoi l'autre est comme ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il fonctionne comme ça, alors que pour se reconstruire, la question la plus utile devient progressivement autre chose. Qu'est-ce que moi, je peux comprendre de cette relation? Quels besoins est-ce que j'ai ignorés? Quelles limites est-ce que j'ai du mal à poser? Et comment éviter de me retrouver à nouveau dans une relation qui me détruit? On part donc, sans la nier, d'une souffrance réelle, d'un besoin légitime de comprendre ce qu'on a vécu, puis on va progressivement voir pourquoi l'étiquette pervers narcissique peut à la fois aider et à la fois enfermer. Et pour comprendre ça, il faut déjà revenir à l'origine du concept et voir ce qu'il désignait réellement au départ. Alors, le terme de perversion narcissique, il apparaît pour la première fois en 1978 dans un texte du psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on regarde de près ce concept, on se rend compte qu'il est beaucoup moins clair que ce qu'on pourrait penser au départ. Sébastien Villalba souligne notamment que Racamier lui-même semble parfois parler d'une structure de personnalité, parfois d'un comportement, parfois d'une stratégie relationnelle. Autrement dit, le concept manque parfois de contours très précis. Et pourtant, dans le langage courant, le terme est souvent utilisé comme s'il désignait une catégorie
parfaitement définie de personnes. Et c'est là qu'apparaît un premier problème. On ne décrit plus seulement des comportements, on vient coller une identité à quelqu'un. On ne dit plus simplement qu'une personne manipule, ment, culpabilise, humilie ou cherche à contrôler. On finit par dire qu'elle est un pervers narcissique. Et ce glissement est important parce qu'il change complètement notre manière de regarder la situation. Quand on décrit un comportement, on peut encore essayer de comprendre dans quel contexte il apparaît, à quelle fréquence, avec quelle intention et quelles conséquences il produit. Mais quand on transforme ce comportement en identité, la réflexion devient beaucoup plus simple. Cette personne agit ainsi parce que elle est comme ça. L'auteur parle ici du processus d'essentialisation, c'est-à-dire le fait de définir une personne entière à partir de quelques comportements, en oubliant le contexte, l'environnement, l'intentionnalité et nos propres biais de perception. Cette simplification, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle est peu coûteuse cognitivement, elle déresponsabilise et elle est facile à comprendre. Pas besoin d'analyser une dynamique relationnelle complexe, pas besoin non plus de tolérer beaucoup d'incertitudes. On a une catégorie, on y range l'autre et tout devient cohérent. Mais le risque, c'est justement que l'étiquette finisse par remplacer l'analyse. Au lieu de se demander ce qui s'est réellement passé dans la relation, quels comportements ont été problématiques, comment ils se sont installés et pourquoi ils ont été tolérés, on peut finir par répondre à toutes ces questions avec ces deux petits mots pervers narcissiques. L'idée de l'auteur n'est donc pas de dire que les comportements destructeurs n'existent pas, mais qu'il peut être beaucoup plus utile de parler concrètement de ce que quelqu'un fait plutôt que de chercher absolument à définir ce qu'il est. Pour expliquer pourquoi certaines personnes peuvent se retrouver facilement prises dans des relations déséquilibrées, Villalba utilise une métaphore assez parlante, celle des antilopes et des guépards. Les antilopes représentent des personnes qui ont l'habitude de fonctionner dans des relations basées sur la réciprocité, sur l'entraide, sur la prise en compte du collectif. Elles partent assez naturellement du principe que les autres fonctionnent à peu près selon les mêmes règles. Si elles font un effort pour quelqu'un, elles s'attendent plus ou moins à ce que l'autre soit capable d'en faire un aussi. Si elles évitent de blesser quelqu'un inutilement, elles imaginent que l'autre aura la même retenue. Et c'est précisément ça qui peut les rendre vulnérables lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qui fonctionne de manière beaucoup plus individualiste. Villalba résume cette différence en disant que certaines personnes ont appris à sacrifier le soi au nom du collectif, tandis que d'autres personnes sont davantage prêtes à sacrifier le collectif au nom du soi. Le guépard comprend alors beaucoup mieux le fonctionnement de l'antilope que l'antilope ne comprend le sien. L'antilope peut avoir énormément de mal à imaginer qu'une personne puisse profiter consciemment de sa gentillesse, de son empathie ou de son besoin de préserver la relation, parce qu'elle raisonne à partir de son propre fonctionnement. Et quand elle est confrontée à des comportements qu'elle n'aurait elle-même jamais envisagé d'adopter, elle peut entrer dans une forme de sidération. Le fait que quelqu'un puisse abuser de sa confiance peut être tellement difficile à intégrer qu'elle va entrer en dissonance cognitive et va parfois préférer se remettre elle-même en question. Elle doute de ce qu'elle a compris, elle cherche ce qu'elle a fait de travers, elle se demande si elle exagère, et plus elle doute d'elle-même, plus l'autre peut prendre de la place dans sa perception de la réalité. Villalba insiste également sur plusieurs caractéristiques qu'il retrouve chez les personnes qui l'accompagnent. Beaucoup de générosité, une envie d'aider, une difficulté à dire non, et parfois une connaissance assez faible de leurs propres besoins. Et c'est probablement l'un des points les plus importants, parce que dire non, ce n'est pas seulement refuser quelque chose, c'est aussi reconnaître que ses propres besoins comptent. Or, pour quelqu'un qui a appris à préserver le lien, à éviter les conflits ou à faire passer les autres avant lui, poser une limite peut provoquer énormément de culpabilité.
La personne peut même avoir l'impression de devenir égoïste simplement parce qu'elle commence à se protéger. L'auteur utilise l'image suivante pour illustrer. Si vous remettez droit quelqu'un qui a toujours été courbé, il aura d'abord l'impression de pencher dans l'autre sens. Quand on a passé des années à trop s'adapter, commencer à exprimer ses besoins peut sembler excessif, alors qu'en réalité, on est simplement en train de retrouver un équilibre. La question n'est donc plus seulement de savoir pourquoi certaines personnes abusent des autres, il faut aussi comprendre pourquoi certaines personnes ont autant de mal à détecter rapidement que leurs limites sont dépassées, et surtout pourquoi elles ont autant de difficultés à agir une fois qu'elles s'en rendent compte. Quand on a vécu une relation très déstabilisante, le premier besoin n'est pas forcément de tout comprendre avec nuance. Le premier besoin, c'est souvent que la souffrance baisse et que ce que l'on a vécu devienne enfin compréhensible. Et c'est là que l'étiquette de pervers narcissique peut avoir une vraie fonction. Quand une personne a beaucoup douté d'elle-même, qu'elle s'est sentie manipulée, culpabilisée ou complètement perdue, mettre un mot sur la situation peut apporter un soulagement énorme. Ça permet de reconnaître qu'il s'est réellement passé quelque chose de problématique et parfois d'accepter enfin son statut de victime. Villalba explique que le succès de cette notion vient en partie de là. Elle donne une explication simple à une souffrance jusque-là confuse. Il propose d'ailleurs un modèle en 3 niveaux. Au premier niveau, la personne est dans l'urgence, elle est prise dans sa souffrance et continue à vivre dans la situation problématique. L'important ici est la compassion, la reconnaissance de la souffrance et le fait d'agir pour que celle-ci cesse au plus vite. Et évidemment, si vous êtes actuellement victime de violence, la priorité n'est pas d'analyser votre part dans la dynamique relationnelle, la priorité est votre sécurité. Parlez-en à un proche, à un professionnel ou alors à une association spécialisée. En France, les femmes victimes de violences peuvent contacter le 3919 qui écoute, informe et oriente. Au deuxième niveau, la personne cherche une explication rapide, facile à comprendre, qui lui apporte du soulagement. Et le concept de pervers narcissique peut parfaitement remplir cette fonction pour les raisons que l'on a évoquées. Puis vient un troisième niveau, celui de la reconstruction. À ce stade, la question est moins pourquoi cette personne m'a fait ça, et davantage qu'est-ce que je peux comprendre de moi, de mes besoins, de mes limites pour ne plus rester prisonnier de ce type de relation. Donc finalement, l'étiquette de pervers narcissique peut être utile au départ, mais elle peut aussi devenir une béquille que l'on a du mal à lâcher. Le problème apparaît lorsque l'étiquette de pervers narcissique devient l'explication de toute la relation. On finit alors facilement avec une vision très manichéenne, d'un côté une victime gentille et innocente, de l'autre un manipulateur mauvais et sans empathie. Villalba souligne que cette grille est séduisante justement parce qu'elle demande très peu d'efforts pour comprendre la situation, mais plus l'explication est simple, plus elle peut empêcher d'aller plus loin. On ne décrit plus des comportements, on définit la personne entière et on la réduit à une case. C'est ce qu'on appelle donc l'essentialisation. Quelqu'un ne fait plus preuve de manipulation, il devient un manipulateur. On peut aussi tomber dans un mécanisme proche du bouc émissaire. Toute la responsabilité du problème est concentrée chez l'autre, ce qui permet de se percevoir soi-même comme entièrement du bon côté. Et ça peut être protecteur au début, surtout quand l'estime de soi a été fortement atteinte. Mais à long terme, ça peut bloquer les questions les plus utiles qu'on a déjà abordées. Pourquoi est-ce que j'ai toléré certaines choses? Pourquoi est-ce que j'ai autant douté de moi? Pourquoi est-ce que j'ai eu autant de mal à poser mes limites? Et ces questions, bien sûr, ne servent pas à culpabiliser la victime, elles servent au contraire à lui redonner du pouvoir. Parce que à partir du moment où on regarde aussi ses propres besoins, ses limites et ses choix, on peut commencer à agir différemment. Et il y a un malentendu important que l'auteur souligne ici. Remettre en question la notion de pervers narcissique peut parfois être vécu comme une remise en question de la souffrance elle-même. Comme si dire que cette étiquette n'était peut-être pas la meilleure façon de comprendre la situation,
revenait à dire que la personne n'avait pas réellement été manipulée, humiliée ou maltraitée. Mais ce n'est pas du tout la même chose. On peut reconnaître pleinement ce qu'une personne a vécu, tout en utilisant d'autres grilles de lecture pour le comprendre. On ne nie donc pas la réalité de la souffrance, on essaie simplement de la comprendre autrement avec des concepts qui permettent peut-être davantage d'agir dessus. Et c'est justement là qu'on arrive à l'un des messages centraux de ce livre. Et ce message, c'est simplement une invitation à passer de la culpabilité à la responsabilisation. La distinction est essentielle parce que se responsabiliser, ça ne veut pas dire considérer qu'on est coupable de ce que l'autre nous a fait. Si quelqu'un vous manipule, vous humilie ou vous maltraite, vous n'êtes pas responsable de ses comportements. Ça va de soi. En revanche, vous pouvez redevenir responsable de ce que vous faites maintenant. Les limites que vous posez, ce que vous acceptez ou non, la manière dont vous écoutez vos besoins et les décisions que vous prenez pour vous protéger. Pour expliquer ça, Villalba s'appuie notamment sur le triangle de Karpman, un modèle issu de l'école de l'analyse transactionnelle en psychologie. Le triangle de Karpman décrit 3 rôles qu'on peut retrouver dans certaines relations: la victime, le bourreau et le sauveur. La victime se sent impuissante et subit la situation. Le bourreau accuse, critique, domine ou attaque. Et le sauveur intervient pour aider, pour réparer, pour prendre en charge l'autre. Mais le point important, c'est que ces rôles ne sont pas fixes. Dans une même relation, on peut passer de l'un à l'autre. Par exemple, quelqu'un peut commencer par se vivre comme victime d'une personne qu'il considère comme son bourreau. Il va ensuite chercher autour de lui des personnes qui reconnaissent sa souffrance et qui prennent le rôle de sauveur. Et si quelqu'un remet en question sa lecture de la relation, cette personne peut à son tour être perçue comme un bourreau. Villalba considère que l'étiquette de pervers narcissique peut contribuer à figer ce triangle. L'autre est définitivement placé dans le rôle du bourreau et on se place nous-mêmes dans celui de la victime. Encore une fois, cela ne signifie pas nier qu'on ait réellement été victime de certains comportements, mais si on reste durablement enfermé dans ce rôle de victime, on risque également de rester dans une position d'impuissance. Tout ce qui explique notre souffrance se trouve en fait chez l'autre. La responsabilisation consiste justement à sortir progressivement de cette logique. On cesse de se demander uniquement ce que l'autre devrait comprendre, reconnaître ou changer, pour revenir sur les éléments sur lesquels on possède réellement du contrôle. Quels sont mes besoins? Quelles sont mes limites? À partir de quel moment une relation ne me convient plus? Est-ce que je suis capable de dire non? Et surtout, que vais-je faire si mon non n'est pas respecté? Villalba rejoint ici certains principes de la communication non violente. Plutôt que de chercher à définir ce qu'est l'autre, on essaye d'identifier ce que l'on ressent, les besoins qui ne sont pas satisfaits, puis les demandes ou les décisions qui peuvent en découler. Et c'est là qu'intervient aussi la notion d'assertivité. Poser une limite, ce n'est ni se soumettre, ni attaquer l'autre. C'est être capable de reconnaître ses propres besoins et de les défendre, même lorsqu'on sait que ça risque de déplaire et qu'on craint d'abîmer le lien. Finalement, passer de la culpabilité à la responsabilisation, c'est passer d'une question tournée vers le passé et vers l'autre à une question tournée vers soi et vers l'avenir. Non plus seulement pourquoi m'a-t-il fait ça, mais plutôt maintenant que je sais ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je vais faire différemment pour mieux me protéger. Alors finalement, faut-il complètement abandonner le concept de pervers narcissique? De ce que j'en ai compris, le message du livre est bien sûr plus nuancé que ça. Cette notion peut avoir une utilité à un moment donné. Elle peut permettre à quelqu'un de comprendre qu'il n'est pas seul, de mettre des mots sur une relation destructrice, de reconnaître sa souffrance, et parfois même de commencer à se protéger. Villalba souligne d'ailleurs que ce concept a permis de créer des communautés autour de personnes ayant vécu des expériences relationnelles comparables. Mais selon lui,
Le problème apparaît lorsque on ne parvient plus à dépasser cette grille de lecture. Parce que, à force de vouloir comprendre le pervers narcissique, on peut passer énormément de temps à analyser l'autre. Pourquoi il fait ça? Comment il pense? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il changera un jour? Et pendant tout ce temps-là, on continue parfois à très peu s'intéresser à soi. Or, selon l'auteur, les personnes qui se reconstruisent finissent justement par abandonner progressivement cette notion. Leur attention se déplace vers quelque chose de beaucoup plus concret. Elle se déplace vers leurs propres besoins, vers leur capacité à poser des limites et à les faire respecter. Et c'est peut-être finalement l'idée la plus importante à retenir de ce livre. En tout cas, c'est celle que je vous propose. Peu importe l'étiquette exacte que l'on pourrait poser sur la personne qui vous a fait souffrir, ce qui va réellement changer votre vie, ce n'est probablement pas de comprendre parfaitement son fonctionnement, c'est plutôt de comprendre suffisamment le vôtre pour ne plus vous abandonner vous-même dans une relation. Apprendre à repérer ce qui ne vous convient pas, à écouter plutôt votre malaise, à dire non, à accepter qu'une limite puisse déplaire, à chercher de l'aide sans tomber dans une relation de victime à sauveur, et parfois, lorsque c'est possible, à partir lorsque cette limite n'est pas respectée. Parce qu'au fond, la sortie de l'emprise ne consiste peut-être pas seulement à s'éloigner de quelqu'un, elle consiste aussi à devenir progressivement capable de ne plus se quitter soi-même.